Posons pisse au Mississippi. Aujourd'hui, on va faire un cours de culture alsacienne avec les noms Téphilas. Alors, on va commencer par un facile. Niedersaffolsheim. Mais c'est pas là, qu'est-ce que tu fous? Ça va pas te donner le code Wi-Fi à tout le monde comme ça? Mais se donne pas le code Wi-Fi, c'est le nom du village de Mahoma. T'es sûr? Parce que ça ressemble quand même vachement à un code Wi-Fi ton truc, hein. Mais Olkos, nous en Alsace, on a peut-être des noms de villages qui s'appellent Preußwigesheim, mais c'est toujours mieux que les villages des Lorrains. Ça j'en sais rien, mais du moment qu'on arrive à les lire, à choisir, je préfère. Puis c'est ça, alors on va faire une expérience. Je te donne des noms de villages de Lorrains et toi tu me les lis, d'accord? Ouais bah ça sera toujours mieux que tes trucs où on dirait que tu t'es endormi sur le clavier, hein. Ouais bah ça c'est facile, hein. Beach, Putlange au lac, stagiaire. Hop, continue. Froid cul, ouais c'est ça, ouais. Hop, Olko c'est continue. Belle Ray. Ouais c'est bon stagiaire, tu te fous de ma... Mais n'importe quoi, je suis sûr que c'est photoshopé. Néné, t'as qu'à vérifier sur Google Maps, hop, continue. Non mais stagiaire, je te rappelle qu'on tient à la monétisation, hein. Ah bah c'est toi que t'as dit que t'arrivais à les lire, alors hop. Oui bah c'est bon, c'est bon. Bon bah alors se continue avec mes noms de filas. Hop là, on va encore en faire un facile. C'est Peleux, t'es sûr que c'est pas le code Wi-Fi? Mais oui, je suis sûr. Non, parce que tu sais, divulguer des informations sensibles comme ça sur Internet... Mais je t'ai dit que je sais, d'ailleurs j'ai un compte, c'est inconnu. Attends, tout ça c'était pour faire ta sponsor? Thor, Astronogeek qui m'a dit que si je veux être youtubeur, alors je devais être créatif. Donc inconnu, c'est un service que tu leur donnes tes informations personnelles. Mais pas trop beaucoup non plus, qu'elle. Juste ton nom, ton prénom, ta date de naissance, et tu dis que t'es d'accord pour qu'ils fassent tes démarches pour toi. Ensuite, inconnus, ils vont partout où c'est qu'ils trouvent ton nom et ta date de naissance parce que c'est les informations qui sont le plus souvent partagées sur les internets par des gens que tu veux pas. Sauf que la loi, elle dit que ces gens, ils sont obligés de les supprimer si tu leur demandes. Sauf que ça prend très beaucoup de temps, alors inconnus, ils le font à ta place. Et il y en a, même s'ils sont obligés, ils font exprès de faire traîner, alors inconnus, ils s'insistent. Et comme ça, à force que tes données, elles sont plus sur les internets, tu reçois de moins en moins de spam, et ça, c'est bien. Et puis si jamais il y a des pirates qui volent les données pour faire tes arnaques aux gens, et bah tes données à toi elles sont plus dedans parce qu'ils les ont effacées. Quelle force Rox quand ils ont effacé les données parce qu'on a demandé et que c'est obligé et seul. Donc si t'as envie qu'un inconnu il s'occupe de tout ça pour toi, c'est pas compliqué. Tu utilises le lien qui est dans la description ou bien le code Astronogeek où naît 60% de réduction sur l'abonnement de 1 an. Et puis si tu aimes pas, tu as 30 jours satisfaits ou remboursés. Ou sinon, eh ben, tu vas habiter rue Keiler de Kaisersberg à Ilkirchgrafenstaden et comme ça le pirate il croira que ton adresse c'est pas une vraie. Alors tu oublies pas hein, le lien il est dans la description. Hop là, la réclame elle est finite. Tschüss. La vidéo d'aujourd'hui a été écrite par l'autre Gon là. Dans un coin de l'histoire, aussi sombre que surprenant, se trouve une époque où le désir de se défaire de ses chaînes poussait à des actes d'une audace prodigieuse. Qui, parmi nous, aurait osé réaliser l'acte dont je vais vous parler aujourd'hui? Qui plus est, en impliquant ses propres enfants. Perso, je me pose encore la question. Car il s'agit de l'histoire de deux familles tout à fait ordinaires, mais confrontées à l'extraordinaire. Ces deux familles vivaient dans un monde où la liberté n'était pas un droit, mais un rêve lointain, presque inaccessible. Un monde plein de promesses en 1917, qui était devenu depuis longtemps bien pire que ce qu'il avait pourtant lui-même combattu. Un monde où bouger le petit orteil ne pouvait se faire que sur autorisation spéciale du Politburo. Ce monde, c'était le bloc soviétique. Deux familles ont tenté, en 1979, de déjouer un destin écrit par d'autres, afin que leurs enfants puissent grandir en liberté de l'autre côté d'un mur qui est tombé depuis, mais qui aura été le bout de course de centaines d'autres personnes entre 1961 et 1989. Un mur qui aura enfermé des millions de gens dans une vie quotidienne sans espoir ni bonheur. Ces deux familles ont littéralement pris leur envol pour s'échapper de ce monde-là. Car dans un autre temps, bien à l'est de notre Éden, l'histoire humaine se lisait, non pas dans les livres, mais dans le ciel étoilé de l'audace et de l'espoir, vers lesquels il convient de lever les yeux. Lorsqu'après la Deuxième Guerre mondiale, le rideau de fer s'est abaissé sur le continent, transformant l'Europe en un échiquier géopolitique, il a aussi dressé une scène où se jouait une comédie d'un genre particulier,
celle de la vie quotidienne et notamment en République démocratique allemande. Sous le joug de l'URSS communiste, la RDA était devenue un pays triste et gris où même le design des voitures, les fameuses Trabant, semblait figé dans une époque révolue, non par souci de vintage, mais par faute d'innovation autorisée. Un pays où les jeans de l'Ouest, mais pas seulement, devenaient des symboles de rébellion et où posséder un disque des Beatles était un acte passible du lynchage d'État avec perte du peu de droits qui nous restaient déjà. Dans cet univers parallèle, la surveillance était si omniprésente que même les murs avaient des oreilles, en la personne des voisins qui, en bons citoyens, risquaient de rapporter vos moindres faits et gestes à la Stasi, dans l'espoir d'avoir un bon point et un peu de beurre dans les épinards. La bureaucratie kafkaïenne atteignait des sommets d'absurdité, transformant une bête demande d'emploi, par exemple, en une odyssée administrative. Terry Gilliam n'a rien inventé, ou presque, dans son Brésil de 1985. Mais la RDA, c'était aussi le manque de tout, l'abondance de rien, des files d'attente interminables pour le moindre bien et l'art de préparer 4000 variantes de plats à base de choux. Sans compter les blagues politiques chuchotées sous le manteau, les immenses portraits des dirigeants autoproclamés à chaque coin de rue et les cortèges de voitures noires qui s'en allaient journellement vers de sombres destinations. Voilà quelle était la toile de fond d'une vie sous le joug d'un régime qui prétendait pourtant orchestrer le paradis des travailleurs. Heureusement, la RDA, avec ses contradictions et ses excès, offrait aussi un tableau riche en nuances, où l'humour et le surréalisme devenaient une arme de résistance passive, et où la débrouillardise était la clé de la survie quotidienne. Et donc, parmi les ombres grises de la RDA, parmi le plus grand nombre qui, en guise de résilience, avait surtout accepté qu'on puisse vivre de la sorte, entre le néant du frigo et l'absence criante de projets réalisables, parmi les visages tristes des Allemands de l'Est résignés, il y avait deux familles, les Strelzik et les Wetzel, qui brillaient d'un éclat particulier. Non qu'elles exhibaient quoi que ce soit à la vue de tous, elles avaient peur, elles aussi, mais par leur quête commune d'un avenir libre pour eux et leurs enfants. Nous sommes à la fin des années 70. Chez les Strelzik, le père, Peter, est mécanicien, aussi habile avec les outils qu'avec les rêves de grandeur et de liberté. Il est capable de tout réparer, de la voiture de son voisin au brûleur d'une montgolfière, en passant par les espoirs d'une vie meilleure. À ses côtés, Doris, sa femme. Doris Strelzik est née en 1948. Elle travaille dans une banque. D'État, bien entendu. Le couple est marié depuis 1966. Il a 2 enfants, Frank, 15 ans, et Andreas, 11 ans. Mais après que le frère de Doris ait été arrêté et condamné pour avoir commenté le manque de liberté de voyager en RDA, les Strelzik ont commencé à réfléchir à la manière de quitter le pays. Ils en parlent à voix basse depuis des lustres. Les Wetzel, quant à eux, n'ont rien à envier à leurs amis. Gunther, l'ingénieur, a cette capacité unique de dénicher des pièces de machines dans des endroits improbables, faisant de lui une espèce de magicien local du bricolage. On a tous un voisin comme lui, capable de vous dire quoi ? Ta voiture est en panne ? Oh, ça doit être le Delco. D'avoir finalement raison et de la réparer gratuitement en 3 minutes de dixième. Gunther Wetzel est donc de ceux-là. Sa compagne, Petra, elle, tente de se persuader que la vie en RDA n'est pas si mauvaise que ça. Elle est la voix de la raison, celle qui, avec un sourire perpétuel, rappelle à tous que si la RDA a ses défauts, leur petit monde n'en est pas moins rempli d'amour et de complicité. Et ça compte, ce genre de truc. Pourtant, au fond d'elle, elle sait que rien n'a de sens dans cette dictature du prolétariat. Le couple a également 2 enfants, Peter, 5 ans, et Andreas, 2 ans. Les 2 familles se rencontrent en 1973 et deviennent aussitôt amis. Les enfants ne sont certes pas du même âge, mais les parents s'entendent diablement bien, au point que leurs soirées sont faites de franches rigolades et de discussions tout aussi franches. La décision de fuir déboule un soir au milieu d'un de ces dîners où, entre le rire et le partage, l'idée absurde de s'envoler littéralement vers la liberté prend racine, si je puis dire. Et si on construisait une montgolfière, lance Peter, mi-sérieux, mi-amusé par sa propre audace. La réaction des autres ne se fait pas attendre, oscillant entre l'hilarité et le scepticisme. Un rire de moquerie, puis un visage grave de défi, et ainsi de suite. Tout le monde oscille entre l'excitation et la terreur. Les regards en disent long sur l'impertinence de la question qui vient d'être posée comme une boutade. Une montgolfière ? Pourquoi pas un tapis volant tant qu'on y est, dit Gunther, avant que le silence ne s'installe de nouveau,
chacun mesurant le poids de cette proposition. C'est Doris qui, avec son pragmatisme habituel, pose la question qui change aussitôt le destin des deux familles amies. Mais est-ce que ça pourrait marcher ? Avant de voir le silence se réinstaller pour le reste de la soirée. Chacun retourne chez lui en ayant cette idée en tête et a du mal à trouver le sommeil. L'aventure la plus improbable de leur vie vient de commencer et ça les empêche littéralement de fermer les yeux. Dès le lendemain, tout le monde s'y met. Une ribambelle de plans dessinés voit le jour sur de vieux papiers d'écolier, des calculs sont faits au dos des factures d'électricité et des soirées passent à murmurer, à rêver d'horizons immensément lointains, à peine éloignés de 30 bornes pourtant. Malgré la peur, l'angoisse même de se faire pincer par un mot malheureux des enfants, par la curiosité d'un voisin ambitieux, par des achats trop voyants, il s'agit là, et de leur propre aveu, de la meilleure période de la vie des deux familles en RDA. Les moments sont faits de complicité, mêlant l'insouciance de la jeunesse à la détermination des adultes, faisant oublier les risques. Ces moments renforcent la résolution des deux familles, prêtes à défier les cieux pour un futur où leurs enfants pourront courir libres, loin des ombres du mur qui a trop longtemps assombri leurs jours. Leur projet est l'expression la plus pure de l'amour parental. Offrir à leurs enfants un ciel sans limite. Et ils vont la construire, leur montgolfière. Et ils prendront place dedans. Et ils franchiront le mur. C'est décidé. Leur grande évasion de la RDA vers la liberté à l'ouest n'est pas seulement un acte de désespoir, mais aussi une prouesse d'ingéniosité et de courage. Dans leur petit village de Posnec, en Thuringe, loin des regards indiscrets de la Stasi, les deux familles commencent à rassembler les matériaux nécessaires. Le nylon, essentiel pour la toile de la montgolfière, est difficile à trouver et à acheter sans éveiller les soupçons. Ils ont besoin de près d'1 millier de mètres carrés. Ça se trouve guère sous le sabot d'un cheval. Les Strelzik et les Wetzel doivent parfois parcourir plusieurs kilomètres pour se rendre dans des magasins qu'ils n'ont pas encore visités, achetant de petites quantités pour éviter les questions. Pour la nacelle, ils utilisent du métal léger mais capable de porter le poids des 8 personnes sans compromettre l'ascension. Le processus de construction se déroule dans le plus grand secret, souvent la nuit, dans la cave même des Strelzik. Chaque membre de la famille a un rôle à jouer. Des adultes, maîtres d'œuvre du projet, couturiers du ballon, soudeurs de la nacelle, mécanos du système de brûleur, jusqu'aux enfants chargés de garder un œil sur d'éventuels espions. Le plus grand d'entre eux, Frank, qui a déjà 15 ans, est même plus actif que les autres. Il joue un rôle essentiel dans la construction du projet. L'un des plus grands défis est la conception du brûleur, crucial pour générer assez de chaleur pour élever la montgolfière. S'inspirant de manuels techniques et de leur propre ingéniosité, Frank et son père construisent un système de brûleur efficace, testant plusieurs prototypes pour assurer une montée stable. Les essais sont bien sûr des moments de tension extrême. Chaque test est une course contre la montre où le moindre bruit peut attirer une attention indésirable. Mais aussi, ce sont des instants où l'espoir reprend vie, voyant la création devenir efficace, même brièvement. La construction de la montgolfière est plus qu'un projet technique, c'est un acte de foi. Chaque couture de la toile, chaque ajustement du brûleur, chaque plan soigneusement dessiné est empreint d'un désir profond de liberté. Cette période est marquée par une camaraderie profonde, un sens partagé de la mission et une détermination inébranlable. Quand enfin la montgolfière est prête, les deux familles savent qu'elles jouent leur vie sur ce coup de dé audacieux. Mais ça vaut tous les risques. La nuit de leur vol, alors qu'ils gonflent la montgolfière sous le couvert de l'obscurité, c'est l'ensemble de leurs efforts, de leurs craintes et de leurs espoirs qui s'élèvent avec la toile dans le ciel nocturne. Nous sommes le 15 septembre 1979. Les préparatifs auront duré près d'1 an et demi. Mais, avant ce jour décisif, les familles Strelzik et Wetzel avaient déjà effectué 2 autres tentatives de fuir la RDA en montgolfière. Le premier prototype n'avait jamais décollé en raison d'une erreur majeure. Le tissu utilisé était trop poreux, ce qui permettait à l'air chaud de s'échapper, rendant l'ascension impossible. Cette première tentative avait échoué sans même que la montgolfière ne quitte le sol. Suite à cet échec, elles avaient détruit le premier ballon, étaient rentrées dans leur foyer et avaient prié je ne sais trop qui que les indices laissés sur place ne fassent pas remonter la police jusqu'à elles. Elles avaient alors repris leur vie pépère de merde. Pourtant, les Strelzik et les Wetzel ne s'étaient pas découragés pour autant et avaient construit une nouvelle montgolfière en utilisant cette fois 900 mètres carrés de taffetas, un matériau moins poreux qu'ils avaient acheté sous le prétexte de fabriquer des voiles pour un club de bateaux.
Malgré cela, leur deuxième tentative, en juillet 1979, avait également échoué lorsque la montgolfière, alourdie par l'humidité d'un nuage, avait commencé à descendre et avait atterri juste avant d'atteindre la frontière, à environ 180 mètres du côté ouest de l'Allemagne. Cette tentative avait hélas été suffisamment proche de la frontière, du rideau de fer, pour que la police découvre la montgolfière abandonnée, déclenchant une recherche intensive pour identifier les responsables. Heureusement, cette recherche n'avait pas plus réussi à remonter jusqu'aux familles Strelzik et Wetzel que la montgolfière n'avait fonctionné. Le choix du tissu est crucial. Cette fois, en septembre 1979, ils se sont rabattus sur du nylon, en espérant que l'air soit nettement moins humide. Peter a écouté la météo. Ça semble bon. La nuit du 15 au 16 septembre 1979, le vent souffle du nord vers le sud à une vitesse de 30 km/h selon la radio officielle. Ça devrait le faire. En vélomoteur et en voiture, les 8 membres des familles Strelzik et Wetzel abandonnent tout derrière eux, quittent leur village de Posnek, parcourent alors 25 km, toute la montgolfière dans la remorque, pour s'approcher un maximum de la frontière sud de la RDA. Ils stoppent les moteurs dans une clairière près d'Oberlemnitz et commencent à assembler l'engin volant. Sous le couvert des étoiles, les Allemands, encore de l'Est, gonflent alors leur montgolfière, une structure à l'apparence fragile, bricolée avec le courage du désespoir et une pincée d'ingéniosité à la MacGyver. « C'est maintenant ou jamais », murmure Peter Strelzik en ajustant le brûleur improvisé. Les flammes commencent à faire effet, le ballon se dresse désormais vers le ciel qu'il a envie d'atteindre, s'il n'y avait ces amarres qui l'en empêchent encore. Mais soudain, c'est l'incident. Les liens retenant la nacelle au sol ne sont pas coupés simultanément, malgré de nombreuses répétitions. Le stress, sans doute. La nacelle s'incline alors dangereusement et la flamme est maintenant dirigée vers le tissu, provoquant un début d'incendie. Cet incendie est certes maîtrisé rapidement, mais on a eu chaud, sans mauvais jeu de mots. D'autant que la rupture de la dernière amarre a causé une blessure assez profonde dans le front du jeune Frank. Il saigne, mais garde les idées claires. L'air, dilaté par la chaleur, emplit maintenant la toile et bientôt l'engin commence son ascension, aussi majestueux qu'un éléphant danseur classique. C'est lent. C'est terriblement lent. Les secondes ressemblent à s'y méprendre à des éternités. Dans sa tête, tout le monde doit être en train de se poser la même question. Qu'est-ce que je suis venu foutre dans cette galère ? Chacun se rend compte qu'il s'est laissé bercer par des illusions, que le ballon va bien évidemment se cracher, qu'ils vont finir leur jour en prison et que leurs enfants vont partir pour l'URSS où on va leur apprendre pourquoi leurs parents étaient de sales traîtres égoïstes et inconscients. Qu'est-ce qui leur a pris de croire en ces balivernes ? Pourquoi personne n'a dit à un moment donné que le projet était infaisable et que c'était voué à l'échec ? Toute l'aventure pour construire la montgolfière n'aurait été qu'un énorme biais de confirmation ? À bord, l'atmosphère est électrique. Les enfants, les yeux grands ouverts, oscillent entre l'excitation d'une aventure nocturne et l'impression bizarre qu'ils vivent quelque chose de dangereux, malgré tous les mots rassurants dont les ont abreuvés leurs parents depuis des mois et malgré les berceuses que leur chante Doris. « Papa, c'est normal que ça tangue comme un bateau », s'inquiète l'un des enfants. Les adultes sont tirés alors de leurs pensées. Ils ne répondent pas. Ils se regardent juste. Doris essaye alors de maintenir une apparence de calme, distribue des encouragements et des bonbons comme si elle gérait une excursion scolaire un peu trop ambitieuse. « Regardez les enfants, on peut presque toucher les étoiles », dit-elle en ignorant délibérément le fait qu'ils sont également à un souffle de toucher les lignes à haute tension. Gunther Wetzel, quant à lui, scrute le sol avec la concentration d'un chat guettant une souris. Si on survole un poste de garde, on fait semblant d'être un nuage très bas, plaisante-t-il, provoquant un rire nerveux chez Petra qui vérifie compulsivement leur altitude. Le vol, entre moments de panique pure et éclat de rire à l'idée absurde de leur entreprise, semble suspendu hors du temps. Chaque minute en l'air est désormais une victoire contre le régime qui les a enfermés toutes ces années, un pied de nez à la gravité et à la politique. Le point de non-retour est clairement arrivé. Ils ne feront plus jamais demi-tour, sauf peut-être les pieds devant ou dans un panier à salade. Au loin, ils croient voir les lumières d'un autre monde. L'euphorie et la peur se conjuguent. Mentalement, c'est épuisant une évasion. Lorsque le ballon, privé de chaleur car le gaz est désormais tari, commence à tomber rapidement, nous sommes le 16 septembre 1979. La peur occupe toute la place dans la nacelle. Chacun fait ses prières. La chute dure une autre éternité. Le ballon tombe finalement sur un tapis d'herbe tendre, pas très loin d'une ligne à haute tension,
et après avoir caressé les cimes des sapins de la forêt d'à côté. Les deux familles sont indemnes, c'est déjà un miracle en soi. Par contre, elles ne savent pas si elles ont atterri en RFA ou si la frontière est encore devant elles et qu'elles vont donc être arrêtées et réduites en bouillie par l'appareil d'État. Petra a pourtant remarqué quelque chose avant de toucher le sol. Quelques feux de signalisation sont allumés, ce qui est impensable en RDA. C'est plutôt bon signe. Finalement, leur ballon s'est posé sans trop de heurts dans la campagne près de Neila, en Bavière, à 50 km au sud de leur point d'envol, marquant ainsi leur arrivée en Allemagne de l'Ouest, sans avoir été détectés par le contrôle aérien, la Luftsicherung de la RDA. L'éternité a en réalité duré 28 minutes, et la distance parcourue a donc été de 50 km. Le vent, si je compte bien, était bien plus fort que celui de 30 km/h prévu par la météo est-allemande. À haute altitude, il était donc d'au moins 100 km/h. L'altitude maximale atteinte a été de 2500 mètres. On le sait, parce que poussant le détail de la préparation, les familles disposaient d'un altimètre bricolé avec un baromètre. Leur atterrissage, quelque part dans la Bavière libre, est aussi rocambolesque que le reste du périple. Mais quand ils touchent terre, c'est surtout un nouveau monde de possibilités qui s'ouvre à eux. Ils sont libres. Libres de rire, de pleurer, de vivre enfin, de critiquer le gouvernement, de préparer autre chose que du chou. Leur voyage épique vers la liberté est terminé, mais leur histoire ne fait que commencer. Lors de l'atterrissage réussi de leur montgolfière en Allemagne de l'Ouest, les familles Strelzik et Wetzel ont été accueillies par une vague de surprise et d'admiration, tant de la part des médias que du public. Leur exploit, digne d'un film d'aventure, a rapidement capté l'attention internationale, mettant en lumière non seulement leur courage, mais aussi l'ingéniosité exceptionnelle dont elles ont fait preuve pour réaliser leur rêve de liberté. Au petit matin, alors que le silence enveloppe encore la campagne, une montgolfière, aussi colorée qu'inattendue, a donc atterri doucement dans un champ de l'Allemagne de l'Ouest. Les premiers à les découvrir, probablement des agriculteurs ou des promeneurs matinaux, se sont frottés les yeux, se demandant si les extraterrestres n'avaient pas décidé d'envahir la Terre. La nouvelle de cet atterrissage extraordinaire s'est répandue comme une traînée de poudre et bientôt, journalistes, photographes et curieux se sont précipités pour accueillir ces nouveaux héros de la liberté. Leur histoire, racontée avec une pointe d'humour et une bonne dose d'irrévérence, a inspiré et ému, rappelant à tous la valeur inestimable de la liberté et le poids de l'histoire qui sépare les familles et les nations. Dans les jours et les années qui ont suivi l'évasion en montgolfière des familles Strelzik et Wetzel, cet événement est devenu un symbole puissant de l'esprit indomptable de l'homme face à l'oppression. Elle a été célébrée, analysée et même adaptée au cinéma, prouvant que même les murs les plus hauts et les plus sombres ne peuvent éteindre le désir ardent de liberté. Cette incroyable aventure rappelle que, peu importe les obstacles, l'ingéniosité humaine et la soif de liberté trouvent toujours un chemin, souvent de la manière la plus inattendue. Dans un monde où les murs continuent de se dresser, que ce soit de béton ou d'idéologie, l'histoire des familles Strelzik et Wetzel reste un phare d'espoir, nous invitant à regarder vers le ciel et à être astronogeek. À la revoyure. Alors, je profite que vous soyez encore là pour vous faire une petite annonce. Avec un peu de chance, si vous avez aimé cette vidéo, c'est que vous aimez les trucs qui ont trait à l'aviation, donc c'est tout à propos. Cette année, avec quelques collègues, on va mettre en avant le meeting aérien de la Ferté-Alais. C'est un meeting assez mythique en France. Il regroupe près d'une centaine d'avions de tous les âges, de l'aube de l'aviation avec des trucs aussi vieux qu'un Blériot 11, jusqu'à une démonstration en Rafale ou une démo de la patrouille de France de près d'une demi-heure. Ça se passe donc à la Ferté-Alais au sud de Paris les 18 et 19 mai prochains. Le matin, l'aérodrome est ouvert avec les avions en exposition au sol, des baptêmes de l'air, tout un tas d'exposants, et moi et les collègues, on aura un stand où vous pourrez venir nous rencontrer. Je vais pas m'engager pour eux, mais bon, ça sera la bande habituelle, quoi. Ils l'annonceront sur leur chaîne. À partir de 13h et jusqu'à 18h, l'exposition au sol se transforme en show aérien, et cette année, en plus de tout le reste, il y aura une simulation de l'attaque de Pearl Harbor avec une poursuite entre un Zéro et des T-6. Donc venez pour nous serrer la paluche si vous voulez, mais envisagez aussi de venir pour le ronflement des vieux moteurs surpressurisés et pour l'acier qui vole à des centaines de km/h au milieu des explosions. Si vous êtes intéressé, un lien se trouve en description pour accéder à la billetterie avec un petit avantage. Le prix va aller crescendo jusqu'à mai, donc si vous êtes chaud, envisagez la billetterie quoi. Voilà, je vous en reparlerai encore d'ici là, donc rendez-vous peut-être là-bas, et sinon, de toute façon, à la revoyure.